Les eaux du bassin sud-australien protégeaient l'île des kangourous. Burqa et son fils Yam s'y sentaient à l'abri. Mais Yam devait cesser de téter et devenir adulte. Kakira le koala avait donné naissance à un bébé encore malhabile, trop souvent empêtré entre le tronc d'un eucalyptus et le corps de sa mère. Les temps étaient fastes pour Paraji et ses enfants, Waka et Kintala. Le dingo avait pu préserver des stocks de nourriture sous le sable du désert. Une colonie de roussettes avait établi au nord ses quartiers temporaires. Chaque soir, des escadrons de chauves-souris fondaient sur les buissons chargés de fleurs. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Près d'un point d'eau, un émeu picore. Selon sa chance, un insecte, un pétale ou un bourgeon. Un Widilefke interrompt son bain, ce qui alerte l'émeu. Peut-être un perturbateur s'est-il approché. Un reflet dénonce le trouble fait. C'est un kangourou roux que semble contempler un autre marsupial, le Numbat. Perturbé, l'émeu fait quelques pas de côté, laissant le kangourou entamer son repas. L'émeu se montre curieux et peut-être irrité. Les visiteurs semblent se multiplier à vue d'œil. Un second kangourou, plus jeune, vient de rejoindre l'envahisseur. L'émeu est le plus grand oiseau indigène d'Australie et peut hisser son regard à 1,90 m du sol. Cousin de l'autruche africaine et aussi du casoar et du kiwi océanien, sa force et sa dignité lui permettent de revendiquer sa place au point d'eau. C'est le tour des kangourous de se laisser importuner. Le Widilefke donne l'exemple, aussitôt imité par l'émeu, soudainement audacieux. Tout est rentré dans l'ordre et l'émeu s'éloigne, de nouveau souverain. N'a-t-il pas depuis si longtemps survécu sur ce continent sans avoir besoin de voler et sans même en avoir les moyens? L'émeu s'endort. Il n'a rien à redouter. Ici, la nature ne lui a jamais opposé aucun prédateur. Venus d'Asie du Sud-Est, les ancêtres de Paraji le dingo ont débarqué en Australie il y a plus de 4000 ans. Ils y rencontrèrent les hommes vrais, les aborigènes, arrivés 40 000 ans plus tôt. Les hommes et les dingos vécurent ensemble, s'associant parfois pour chasser ou pour se protéger. Mais aujourd'hui, les dingos mal aimés errent seuls et sauvages.
au milieu du désert. Kintala, le fils de Paraji, a déniché sous le sable un vieil os de kangourou. Sa sœur Waka accourt aussitôt pour le lui disputer. En quelques secondes, elle obtient gain de cause. C'est plus que n'en peut supporter Kintala qui s'élance à sa poursuite. Il a été trop souvent rabroué, humilié, dépossédé, aussi bien par son père que par sa sœur. L'os, de nouveau, passe d'une gueule à l'autre. Laissant son frère vainqueur pour la première fois, Waka joue les indifférentes. Waka cherche un rebut ou un rogaton qui la mettrait à égalité avec son frère. Elle prospecte mollement, sans aucun résultat. Alors elle renonce à son plan et change de stratégie. Elle décide d'apitoyer son frère. Ces minauderies n'aboutissant à rien, la quémandeuse paraît se désintéresser de la situation. Le flegme de Waka excite la curiosité de Kintala. Sa sœur aurait-elle découvert un butin encore plus désirable qu'un os de kangourou? Dès que la manœuvre de diversion a réussi, Waka repart vers le seul, l'unique trésor disponible. Kintala comprend qu'il est tombé dans un piège, mais il est trop tard. Waka gardera son trophée. Elle maîtrise désormais une nouvelle arme pour survivre. La ruse. Survivre est plus facile quand on est à l'abri sur une île du Sud, que la mer a toujours isolée, et protégée des dingos mangeurs de koalas. Survivre est plus facile quand on a été programmé pour naître à la saison où les eucalyptus portent leurs feuillages les plus abondants. Survivre est plus facile quand une mère est là pour vous apprendre à grimper jusqu'au ciel. Le bébé de Kakira a grandi. Il sait à présent se tenir en équilibre sur la tête de sa mère, escalader son corps en grimpeur chevronné et ne plus se gêner, quitte à l'embarrasser dans sa propre ascension. Kakira aura pour tâche de familiariser son enfant avec l'eucalyptus. Il lui apprendre que l'arbre est à la fois sa maison et son repas. Bientôt, il mangera, comme elle, 1 kilo de feuillage par jour.
Ils contiennent une cellulose huileuse et toxique, mais il pourra la digérer grâce aux bactéries que sa mère lui a transmises et grâce à un circuit intestinal d'une longueur exceptionnelle par rapport à sa taille, plus de 2 mètres. Le bébé de Kakira doit profiter au mieux de ses instants d'intimité avec sa mère. Il sera indépendant dès l'âge d'1 an et adulte à 2 ans. Puis il vivra pendant une dizaine d'années une existence plutôt solitaire, avec pour compagnon ses arbres, aussi indispensables et précieux pour lui que l'oxygène de l'air. La forêt d'eucalyptus sera sa patrie, et si elle meurt, il en mourra aussi. Sur l'île des koalas qui apprennent la vie se trouve aussi un jeune kangourou qui refuse de grandir. Yam voudrait téter, mais sa mère s'éloigne. Il revient vers elle. Elle s'éloigne encore. Burqa vérifie sans cesse le moindre repli de sa poche. À l'intérieur, elle toilette avec soin les 4 mamelles dont l'une s'est distendue au fil du temps pour que Yam, devenu plus grand, puisse téter de l'extérieur. Alors qu'il devrait être sevré, Yam revendique précisément l'accès à cette mamelle. Il sait que Burqa ne veut plus l'allaiter, mais une fois encore, il finit par la faire céder. Yam aime la douceur de ce sac duveteux où il a passé ses premiers mois. Il aime la tiédeur de ce lait. Il voudrait demeurer un bébé pour toujours, être le petit Peter Pan des kangourous, celui pour qui la vie ne serait qu'une longue enfance. Mais aucun esprit du dernier continent n'exaucera son espoir. Qu'il le veuille ou non, Yam deviendra adulte. Telle est la véritable dureté de la nature. Devenir adulte y est obligatoire. Sur Kangaroo Island, que la mer interdit aux prédateurs, le danger vient de l'intérieur. On ne peut s'en méfier, le combattre, ni même le reconnaître, car il est invisible. Jadis mâle dominant, vers qui se dirigeaient les femelles en chaleur pour assurer à leur progéniture la meilleure ascendance possible, Mako n'est plus qu'un fantôme. Le mâle mystérieux l'a frappé sans qu'il s'en rende compte, depuis plusieurs semaines. Son pelage se ternit et le grappin que forment ses griffes n'est plus que le vestige de sa force. L'ennemi s'appelle chlamydia, une bactérie que les koalas se transmettent par la voie sexuelle et qui frappe un tiers d'entre eux. La maladie se traduit par un affaiblissement général et des troubles de la respiration et de la vision. Mako ne verra plus jamais les eucalyptus frémir dans la brise marine. Un écosystème tropical où les racines des arbres s'enfoncent sous l'eau, des marécages à perte de vue, des boues nourricières où foisonne la vie. Telle est la zone côtière du nord de l'Australie.
Paradoxalement, elle forme avec le grand désert central que dominent les rocs sacrés une même région administrative, appelée Territoire du Nord, d'une taille comparable à l'Italie, la France et l'Espagne réunies. Ici, l'aigle pêcheur d'Asie bafre et engraisse. Il lui suffit de fondre sur le miroir des eaux pour en revenir les serres alourdies de poissons. On pourrait croire que la plaine est à jamais liquéfiée au pied des épaulements rocheux. Pourtant, de semaine en semaine, le niveau des eaux baissera, jusqu'en janvier ou février quand arrivera la nouvelle mousson. D'ici là, l'aigle pêcheur changera de régime selon le degré d'assèchement des marécages. Si les poissons se font plus rares sur sa zone de pêche, il chassera de petits mammifères, des serpents ou des oiseaux. En survolant le grand estuaire où les eaux de la mer remontent au gré de la marée, l'aigle pêcheur verra peut-être un crocodile femelle se diriger vers son nid. Ce marais est le domaine des crocodiles d'estuaire, les plus grands du monde, aussi appelés salties, car ils tolèrent l'eau salée aussi bien que l'eau douce. Il y a 2 mois et demi, une femelle a pondu dans ce nid une cinquantaine d'œufs. Ils n'avaient pas encore percé leur coquille que les jeunes crocodiles, de l'intérieur de l'œuf, poussaient déjà de petits cris perçants afin de prévenir leur mère et de synchroniser leur première sortie dans le monde. Les bébés ont brisé leur coquille grâce à une petite dent proéminente destinée à cet usage. Il ne leur reste plus qu'à émerger du nid que la mère, en prévision de l'éclosion, a débarrassé de sa couverture de sable et de terre. La nature a inventé à l'usage des crocodiles d'estuaire un système de détermination du sexe fondé sur la température du nid. Si cette température est élevée, au-dessus de 33 degrés, la couvée ne comportera que des femelles. Si elle est plus basse, les bébés seront mâles. De la même manière, l'incubation sera d'autant plus courte que la température aura été élevée. En sortant de leur coquille, les bébés cherchent leur mère, qui ne saurait tarder. Elle les guidera vers l'eau. Il arrivera même qu'elle les y porte, après les avoir délicatement installés dans sa gueule. Les crocodiles nouveau-nés ne seront que quelques-uns à survivre. Avant même d'avoir franchi la prairie qui conduit vers l'eau, les autres auront été dévorés par des poissons voraces, des varans, des oiseaux ou des tortues. S'ils n'ont rien à redouter du jacana à crête, à qui ses longs doigts permettent de marcher sur la végétation de surface, il leur faudra se méfier de leurs congénères adultes, volontiers cannibales. Et s'ils échappent à tous ces dangers, leur poids se multipliera par 10 000 entre la naissance et l'âge adulte.
C'est la saison où l'aigle pêcheur d'Asie se repose de ses repas trop faciles tandis que le soleil décline sur cette terre où l'on peut mourir le jour de sa naissance. Au matin, alors que s'éveillent à peine les grands cacatoès, les chauves-souris regagnent leur perchoir. Elles ont passé la nuit à plus de 50 km de là, où les a attirées une grande abondance de fleurs et de nectar. En cas de nécessité, elles pourraient s'éloigner d'une 50aine de kilomètres de plus. Et quand les ressources seront taries, elles migreront, parfois à 1000 km, pour s'y trouver présentes aux différentes périodes de maturation de leurs fruits favoris. D'ici là, les roussettes reviendront toujours se percher sur le même bouquet d'arbres, en dépit des distances à parcourir. C'est là, et là seulement, qu'elles se sentent chez elles. Elles s'y accumuleront par centaines de milliers, en grappes qui feront parfois craquer sous leur poids les plus fortes branches. Contrairement à d'autres espèces de chauves-souris, les roussettes ne recherchent pas les grottes ou les habitats couverts et rocailleux. Elles aiment la mangrove et les forêts tropicales, où elles établissent leurs colonies temporaires appelées des camps. Elles choisissent pour cela les arbres les plus hauts. C'est là qu'elles se reproduiront à des périodes de l'année qui peuvent varier selon les disponibilités de nourriture dans la région. De l'autre côté du continent, une lueur cotonneuse et magique enveloppe Kangaroo Island. Depuis plusieurs jours, Burqa a interdit sa mamelle à son fils, Yam. À chaque instant, elle introduit son museau dans l'ouverture de sa poche, comme pour s'assurer qu'une fois de plus, un doux miracle s'y est bien accompli. Le nouveau bébé, un simple fœtus encore nu et aveugle, mais aux membres déjà bien formés, se tient par la bouche à l'une des mamelles à laquelle il restera attaché et dont il recevra sa nourriture pendant les 6 mois qui suivront.
Quelques roussettes retardataires rallient les arbres du camp. Elles y arrivent au moment de l'intense bagarre que se livrent leurs congénères pour retrouver sur les branches leur place assignée. On se bouscule, on s'empoigne, on se mord. Tout est bon pour se garantir que nul n'empiétera sur les 10 centimètres qu'on a choisis comme perchoir. Une roussette égarée escalade des branches pour retrouver son domicile. Elle se met en alerte dès qu'une rivale emprunte le même chemin. Sentant sa propriété menacée, elle refuse de céder le passage et déclenche l'attaque. Tandis que quelques duellistes règlent encore leur contentieux, la plupart des roussettes se sont apaisées et somnolent déjà. Si les chauves-souris dorment la tête en bas, c'est parce qu'au fil de l'évolution, le corps de ces mammifères s'est transformé en machine volante. Entre leurs pattes s'est déployée une membrane de peau. Chez certaines espèces, les doigts de la main se sont étirés pour former la structure sur laquelle l'aile est tendue. Il en résulte que les chauves-souris ne peuvent plus se tenir sur leurs membres inférieurs, mais seulement les utiliser pour voler. Contrairement aux oiseaux, qui disposent à la fois de 2 ailes et de 2 pattes, elles ne peuvent se poser sur une branche et sont obligées de s'y suspendre. Quelques excités se combattent encore, de plus en plus mollement. On s'affrontera encore quelques instants pour que chacun parvienne à s'ajuster à l'espace qui lui est dévolu et à placer ses griffes sur le segment précis qui leur est réservé. Enfin, on s'étire, on bâille, et on s'enveloppe dans la couverture que forment les ailes repliées sur le corps. Cette position limitera les désagréments liés au vent et au soleil. C'est ainsi que les roussettes passeront la journée, immobiles, comme s'y avaient soudainement mûri sur les arbres des fruits monstrueux. Au nord, sur le territoire des Salties, les crocodiles d'estuaire, un crabe de rivage vaque à ses occupations. Son passage laisse présager que d'autres le suivront, comme chaque jour à la même heure. Les Salties, jusqu'alors invisibles, émergent et se mettent en position d'attaque. Pourtant, dès qu'un nouveau crabe entre en scène, un chasseur se retire afin de laisser la préséance à son maître. Ken, le crocodile dominant qui terrorise ses semblables. Tandis que les plus raisonnables se rangent en ordre pour attendre leur tour, Ken met au pas un indiscipliné. Le rebelle s'est enfui, humilié et pitoyable. Ken peut enfin se diriger vers son repas. L'arrivée de Ken fait reculer un présomptueux qui avait profité de la confusion pour revenir vers la plage.
Un spectateur se retire à son tour. La voie est libre et le terrain dégagé. Les convenances ont été respectées puisque Ken s'est assuré la première bouchée. C'est tout ce qu'il demandait pour cette fois. Il peut à présent laisser la place à ses congénères. Les mâchoires d'un crocodile peuvent exercer une pression de 200 kg par centimètre carré. Elles portent des dents coniques qui ne peuvent servir à mâcher. Une proie telle qu'un crabe est donc à peine démembrée avant d'être avalée. Parfois, l'instinct est plus fort. On se croit obligé, comme pour une proie plus grande, de disloquer son butin en l'agitant bruyamment. Ce sont à présent les plus jeunes crocodiles qui s'agitent, tout un menu frottin que la pêche miraculeuse a surexcité. Ils ont pris soin, sous peine d'être dévorés par des aînés cannibales, de se tenir à l'écart jusqu'alors. La langue du crocodile, à moitié soudée au plancher de la bouche, ne lui est pas d'une grande utilité. Elle ne peut donc contribuer à acheminer la nourriture vers le gosier, inconvénient auquel remédient de grands et brusques basculements de toute la gueule. Comme si le bruit des éclaboussures et le craquement des carapaces brisées les avaient éveillés, les roussettes reprennent vie, peu à peu, sur les arbres où elles ont dormi. Isolé à proximité d'un tronc, un couple semble se quereller. Les harpies se bousculent et se griffent, mais leur dispute n'en est pas une. L'étreinte est amoureuse. Dans quelques instants, les deux roussettes donneront l'exemple à toute la colonie pour que commence enfin la saison des amours. Obligé de s'accoupler la tête en bas, le mâle est doté d'un sexe très incurvé et parallèle à la paroi abdominale. De vigoureuses embrassades suivent l'accouplement, comme elles l'avaient précédé. Aussitôt qu'elles seront accomplies, le couple sera prêt à renouveler l'ensemble du programme. Le mâle est capable de produire son sperme à l'avance et de l'accumuler sans que les qualités fécondantes soient dégradées. De la même manière, la femelle peut retarder l'implantation d'un ovule fécondé dans son utérus ou mettre en suspens la croissance de l'embryon. Ces dispositifs visent à permettre que l'essentiel des naissances se produisent à la saison la plus favorable.
Le duo précurseur, à présent apaisé, leur a donné l'exemple. Toutes les roussettes ne pensent plus qu'à s'accoupler. En quelques instants, chaque branche de chaque arbre se mettra à frémir au rythme de leurs noces. La cérémonie nuptiale s'achève et le calme revient, en même temps que le sommeil. On s'ébrouera encore un peu, on laissera éclore un dernier sursaut de plaisir. De son aile, on se fera un drap. On retrouvera sa vigueur demain, quand sonnera de nouveau l'heure des jouissances. Une tourterelle attentive, le grand roc familier et tutélaire. Rien ne peut troubler le repas de Quintala le dingo. Sauf peut-être sa sœur, ratorse et insupportable Waka. Malgré les avertissements de Quintala, la jeune femelle semble vouloir le harceler lorsqu'une tourterelle, bientôt rejointe par sa compagne, vient parader dans les parages. Trouvant un extrême intérêt au spectacle, Waka en oublie de suborner son frère. Ce n'est pas seulement par fascination que Waka s'élance à la poursuite des oiseaux. Son instinct lui fait aussi entrevoir, derrière la grâce des ailes qui se froissent, un repas qu'il faudra peut-être capturer et tuer soi-même quand la terre aura moins de ressources à offrir que le ciel. La chasse aux oiseaux ayant échoué, Waka revient vers son frère. Celui-ci, accoutumé aux minauderies de l'hypocrite, demeure indifférent. Quintala n'entend plus se laisser manipuler par sa sœur et le lui montrera, s'il le faut, à coups de croc. Et son repas ne deviendra disponible pour autrui que quand il se sera lui-même suffisamment rassasié. Alors, et alors seulement, Waka sera autorisé à en gratter les restes. Sur Kangaroo Island, les wallabies partagent leur habitat avec les kangourous gris.
Ils appartiennent à la même famille qu'eux, mais s'en différencient par leur taille et par leur poids, inférieur à 20 kilos. Pogo, le bébé de Cartagna, semble prendre un plaisir accru à observer le monde. Il est à l'âge où l'étrangeté du monde excite la curiosité. Cependant, il n'est pas capable de sortir de la poche, et sa mère le lui interdirait s'il en faisait déjà la tentative. La poche de burqa abrite désormais un bébé, mais celui-ci ne ressemble encore qu'à un fœtus, pendu à la tétine comme à un cordon ombilical. La situation perturbe Yam, l'autre enfant de burqa. Le jeune kangourou accepte mal son sevrage, mais il lui faut bien s'accoutumer à de nouvelles nourritures, fibreuses et chlorophyllées. Yam n'a pas perdu tout espoir de redevenir l'enfant qu'il était encore hier. Mais quand il tente de s'emparer de la mamelle, Burqa le repousse, sans ménagement. Yam se sent seul au monde, et ce ne sont certainement pas les Wallabies qui lui offriront soutien et consolation. Le jeune kangourou veut encore croire que tout n'est pas perdu, mais cette fois l'affrontement va tourner au pugilat. De semaine en semaine, au pied du mont Artula, les savanes jaunissent. La chaleur croissante absorbe l'humidité que les végétaux avaient accumulée pendant les mois passés. L'herbe ne se ploie plus sous les pas de Kintala. Elle casse. Le jeune dingo et sa sœur Waka redécouvrent le monde sous des couleurs nouvelles. Une couverture d'or s'est déposée sur leur territoire. Les sensations sont neuves, elles aussi. L'air est sec, la plaine plus lourdement assoupie. Les sons moelleux d'autrefois ne sont plus que craquements. Le paysage des odeurs est moins indistinct, comme si un cartographe avait souligné chaque piste odorante. Kintala se comporte avec sa sœur en chef de tribu. Il observe qu'elle prend du retard et veille à lui laisser le temps de le rattraper. Comme à son habitude, Waka n'en fait qu'à sa tête et se laisse entraîner par une odeur, un papillon ou un oiseau. Lassé de l'attendre, Kintala passe son chemin. Après quelques instants d'exploration solitaire, Waka ne retrouve plus son frère. Kintala s'inquiète et se tient à l'affût de l'odeur qui dénoncera la retardataire. Kintala se met à rechercher sa sœur, en mâle responsable de ses inférieurs hiérarchiques. Dans la meute miniature que les deux jeunes forment avec leur père, Paraji, c'est ce dernier qui domine, et Kintala accepte de se laisser sans cesse humilier par lui. En compensation, il entend se faire respecter de sa sœur, d'ailleurs plus douée pour la ruse que pour la force. Un souffle d'air apporte l'odeur de son frère à la narine de Waka. Il est temps de se retrouver, de rebrousser chemin vers Paraji qui les attend, quelque part, dans la grande plaine rouge.
chemin, Waka et Kintala feront une courte halte, comme pour s'assurer que le rocher sacré est toujours là, pour protéger les dingos égarés. À quelques volées de boomerang de là, le plus grand des kangourous arpente son royaume d'herbes sèches. Chez les kangourous roux, les jeunes se distinguent par leur couleur terne, qui ne tournera au rouge flamboyant qu'à l'âge adulte. Les mâles se différencient des femelles par leur taille, 2 fois supérieure. Les émeus partagent l'habitat des kangourous roux, ainsi que leur aptitude, en raison de leur haute taille, à distinguer de loin l'arrivée d'un éventuel danger. Les kangourous forment avec les wallabies et les wallarous la famille des macropodes, terme qui fait référence aux pieds disproportionnés dont ils sont dotés pour pouvoir sauter. Les macropodes disposent en outre d'une queue aux muscles puissants qui sert de balancier pendant la course. La queue des kangourous leur permet également de s'asseoir en position verticale. Ils se tiennent alors comme posés sur un trépied. Les membres supérieurs, eux, sont presque atrophiés, ce qui limite la violence des combats. Leur capacité à courir et à sauter constitua le principal avantage évolutif des kangourous lorsque les dingos profitaient de la sécheresse pour tuer leurs bébés affaiblis. En effet, contrairement à ce que laisserait supposer l'habitat où ils évoluent, les kangourous ont besoin toute l'année d'un peu d'eau et d'herbage vert. Aujourd'hui, la raréfaction des dingos a favorisé leur prolifération. Dans le bush australien, qu'on appelle aussi l'outback, le kangourou roux est devenu pour les hommes vrais une divinité, et pour les autres, l'étrangeté incarnée, le symbole même qui fait de cette terre, où qu'il se trouve, un antipode.